Pen, l'année dernière, vous aviez dit qu'elle ne serait pas au deuxième tour. Vous êtes trompé? Vous aviez dit ça le jour du premier mai. Elle vous a bluffé en accédant au second tour du 17 en total? Bluffé en accédant au second tour? Bluffé. Bluffé, non. C'est moi-même, c'est vous dire que c'est possible. La situation est beaucoup meilleure sur le plan politique qu'elle ne l'était en 2002. Le ralliement de M. Dupont-Aignan, vous en pensez quoi? Les ruisseaux font les grandes rivières. Il était pourtant dur avec vous et avec votre parti, il y a pas de longtemps. Bon, Monsieur Le Pen, Gianni, Monsieur Le Pen, on peut faire une photo? Voilà, j'arrive. Merci. chers amis, chers camarades, chers compagnons, depuis sa fondation, le Front National s'est placé sous l'égide de Jeanne d'Arc, le plus grand homme de l'histoire. Depuis 40 ans, chaque printemps nous retrouve unis pieusement dans le souvenir de l'héroïne et de la sainte. Il est vrai que tout englué dans ton 70 gardisme, à chacun son néologisme, le système l'avait mise au placard, à balai, avec la Marseillaise, le drapeau tricolore, l'amour de la patrie, le souvenir des aïeux, bref, l'histoire de France. Les temps ont changé et j'ai la faiblesse de croire que nous y sommes pour quelque chose. Que d'aucuns dénomment la lepenisation, comme l'on disait la chikungunya, une espèce de maladie française. Nous verrons bientôt demain si les dirigeants français rendent à Jeanne, qui sait tout de même appartient à tous les Français, en toutes circonstances, en tous les cas tous ceux qui l'aiment sincèrement et qui sont en adéquation avec son message national, l'hommage qu'elle mérite et qu'elle continue de mériter au-delà des siècles. À propos de nationalisme et de nation, qu'on me permette une petite précision. Le patriotisme, disent d'aucuns, c'est l'amour de la patrie. Et le nationalisme, c'est la haine des autres. Mais non, messieurs du système, comme le patriotisme est l'amour de la patrie, le nationalisme, c'est l'amour de la nation.
Et la nation, ce ne sont pas les autres, c'est bien sûr nous-mêmes. Il est vrai que pour d'aucuns, la nation n'est qu'un présent ou un avenir. Pour nous, c'est aussi, mais c'est aussi un passé d'où nous venons et sans lequel nous n'aurions pas existé, biologiquement, physiquement, moralement, spirituellement. Contrairement à ce que prétendent les mondialistes, les êtres humains ne sont pas interchangeables ni superposables. Nous sommes des individualités, mais venues de quelque part, qui auraient péri si, à la sortie du ventre de leur mère, nous n'avions été pendant des années et des années l'objet de soins attentifs de notre famille, de notre peuple, de notre pays, qui a fait de nous les héritiers d'un immense patrimoine auquel, il faut le dire, nous avons jusqu'ici peu participé. Grâce soit donc rendue à nos parents, à nos aïeux, à notre patrie, à notre nation, qui, que nous soyons grands capitaines, illustres artistes, grands savants ou plus grands musiciens, nous n'apportons jamais à notre pays le centième, que dis-je, le millième de ce qu'ils nous ont apporté gratuitement. Rappelons ici ce que Ernest Redan, qui n'est pas un membre du Front National, je le précise pour les Bac plus 7 de l'ENA, disait au XIXe siècle, la nation comme l'individu est l'aboutissement d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouement. Et ce qui est vrai pour la nation est vrai aussi pour l'action militante. On aime à proportion des sacrifices qu'on a consentis, des maux qu'on a soufferts. On aime la maison qu'on a bâtie et qu'on transmet. Mes chers camarades, c'est là une vérité d'évidence. Ces phrases lumineuses sont pour nous une véritable balise. Dans les temps de la décadence, en effet, ce qui est difficile, ce n'est pas de faire son devoir, c'est de le discerner. Dans le tourbillon cybernétique, le déferlement des images et des sons, des notes et des blogs, la multiplication des influences et la corruption morale et intellectuelle des pseudo-élites, le triomphe du matérialisme, l'effacement et l'adultération des dogmes religieux, l'avachissement des caractères, la perte des repères. Comment trouver son chemin autrement que par référence aux épreuves passées, aux principes supérieurs, aux traditions de notre peuple? Un exemple à celle qui fut emblématiquement la plus extraordinaire et la plus illustre d'entre eux, Jeanne d'Arc. Quand elle arrive à son heure, qui est aussi celle du ciel, le temps est cruel au peuple de France et il y a grande pitié au royaume. Monsieur le Président, on n'entend rien, le son est à zéro. Je ne sais pas si ça marche. Non, marche pas. Attends. Non, marche pas. Sabotage, cafouillage, de Noël de la 5e République. Sabotage judéo-maçonnique. On est chez nous. Marina, c'est pas ça pareil. Il vous en reste plein des années. Bravo. Le monde n'est pas débarrassé de vous. Jean-Marie. C'est, je crois, la sage-femme qui m'a mis au monde, qui a dit celui-là,
ça sera une grande gueule. Non, mais pas assez grande pour que vous m'entendiez tous. Me donner comme un Pierre Macron un appareil comme ça. Macron, Malheureux quand même. c'est un bon truc. Même le budget baisse la tête. Il a honte. On les voit directement chez J'ai eux. remarqué que quand Saint-Bernard prêchait, il n'avait pas de micro. Il y avait des milliers de gens. Oui, si vous voulez, vous me rappelez quand vous Nous sommes tous ensemble. Et c'est ça qui compte. Vous ne clamez pas dans le désert. Jean-Marie, 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 Jean-Marie. Et pas de Macron, pas de Micron. Sabotage de flaques de piste de judéo-maçonnie. Nos ombres, la barrière de la liberté. Guide nos pas, évidemment, la trompette guerrière appelle sonner l'heure des combats, quand les ennemis de l'avance choisirent le sang et d'envahir le peuple souverain s'avance, tirant une assemblée de cercueil. La République nous appelle, sachons vaincre, nous sachons mourir, un Français doit vivre pour elle, pour elle, un Français doit mourir, un Français doit vivre pour elle, pour elle, un Français doit mourir. Bravo! C'est sa femme. Je suis plus à l'aise sur ma tribune dans le froid que Collard sur le bateau de Il pourrait faire encore le front de l'Est. C'est là où on voyait la différence entre les marins bretons et les marins d'eau douce. Le Macron soit dans le même état que le Macron, je vais, si vous voulez bien vous taire, Taisez-vous et cabache. je vous demande de m'entendre avec les oreilles de la foi. Je pousserai ma voix. Silence! Je vais m'efforcer de parler le plus fort possible. Je vous demande le silence! Silence pour le président! Silence! Silence pour le président! Quand elle arrive à son heure, qui est aussi celle du ciel, le temps est cruel au peuple de France. Et il y a grande pitié au royaume. La guerre, la famine, la peste ravagent le pays et dans Paris, l'épidémie a tué plus de 100 000 personnes. Et Paris est en plus déchiré par les fureurs révolutionnaires de caboches et de capeluches. Au comble de malheur, le roi Charles VI est devenu fou et le restera pendant 30 ans. Les grands féodaux se déchirent à belles dents et le pays vient d'être livré à l'étranger au roi d'Angleterre Henri V de Lancastre par l'ignoble traité de Troyes en 1419 par la reine Isabeau de Bavière. Le dauphin de France est même banni et le pape Martin V sera le seul à refuser d'être le complice de la forfaiture. 4 ans plus tard,
les Anglais débarquent en Normandie et écrasent la chevalerie française à Azincourt. 5 ans plus tard, Jeanne, qui ne sait ni lire, ni écrire, ni monter à cheval, part pour accomplir le plus prodigieux destin de l'histoire humaine. Elle a 17 ans et il ne lui reste que 2 ans et 3 mois à vivre. Aussi, tout va très vite. Elle rencontre le roi à Chinon, se met à la tête de l'armée, libère Orléans, écrase les Anglais à Jargeau et le 18 juin à Patay. Elle fait sacrer le roi à Reims, le tout en 5 mois. 2 mois plus tard, aux portes de Paris, elle est blessée pour la 2e fois. Le 23 mai, elle est prise à Compiègne, vendue aux Anglais par les Bourguignons. Et c'est en réparation de cette félonie qu'en 1443, Guigonne de Salins invite son mari Nicolas Rollin, chancelier du duc de Bourgogne, à édifier les fameux hospices de Beaune. Emprisonnée à Rouen, dans une cage de fer, puis ferrée aux pieds et à la taille, elle est gardée par 7 soudards dans un cachot sordide. Jugée par un tribunal ecclésiastique, présidé par l'infâme évêque Pierre Cochon, elle est condamnée à mort et brûlée vive le 30 mai 1431 sur le duché de Rouen. Son dernier souffle est un acte de foi et une prière. Jésus, Marie, elle n'a que 19 ans. Le procès de Jeanne d'Arc, dont on a pu, à travers les siècles, recueillir les documents authentiques, est un événement culturel d'exception. Robert Brasillac, dont le destin sera lui aussi tragique, dans son procès de Jeanne d'Arc, publié en 1935, il avait 25 ans, écrit « Le plus émouvant et le plus pur chef-d'œuvre de la langue française n'a pas été écrit par un homme de lettres. Il est né de la collaboration abominable et douloureuse d'une jeune fille de 19 ans, visitée par les anges et de quelques prêtres mués par l'occasion en tortionnaires. Les notaires peureux ont écrit sous la dictée, et c'est ainsi qu'a pu nous parvenir le prodigieux dialogue entre la sainteté, la cruauté et la lâcheté. La force et la beauté de ce texte incroyable saisissent le cœur. Je cite aussi le jugement de Péguy. À côté des mots les plus simples de Jeanne, les saints les plus illustres semblent des barbares. Dès lors, la libération va bon train. Et un de ses anciens compagnons, le connétable de Richemont, boutera les Anglais hors de France en 1453. Personnage historique au parcours indiscutable, elle fut tout à la fois sainte, martyr au plan spirituel, un grand chef de guerre et un grand chef politique au temporel. Amour du peuple, amour de la patrie terrestre qu'elle ne sépare jamais de la patrie céleste, légitime autorité du roi, indépendance de la France, identité et sécurité des Français, rassemblement des forces nationales, action vigoureuse contre l'ennemi. Crois dans l'avenir, tels furent ses principes
et ses objectifs. Près de 6 siècles plus tard, tels sont les nôtres. Rien ne lui sera épargné en échange de sa gloire immortelle. Ni les abandons, ni les trahisons, ni les lâchetés, ni les plus basses insultes, ni les plus ignobles calomnies. Elle n'échappera même pas à ces techniques que l'on pourrait croire d'aujourd'hui, la désinformation et la diabolisation. Mais comme nous le démontrerons ici à Paris, 586 ans plus tard, son souvenir reste impérissable. À ceux qui se proclament amis et soutiens des étrangers migrants, je dédie cette réplique de Jeanne à son procès. Un des juges lui dit « Mais, Jeanne, le Seigneur nous fait devoir d'aimer même nos ennemis. Aimez-vous les Anglais ?» Jeanne réfléchit et dit « Oui, chez eux !» On est chez nous. Mais le 1er mai, c'est aussi la fête du travail, et donc des travailleurs. Pendant des décennies, cette date a été l'anniversaire des luttes souvent sanglantes du monde du travail. Il donnait encore naguère l'occasion aux organisations révolutionnaires de faire la démonstration de leur capacité de violence. Aujourd'hui, intégré à la culture nationale, érigé en fête nationale chômée des travailleurs, il doit être un événement national. Il doit permettre une réflexion et de déterminer des actions qui comptent. De fait que le travail, qui fut chez nous et qui est encore, hélas, dans beaucoup de pays, une contrainte injuste de l'effort des hommes, est et reste le moyen de la liberté individuelle et de la dignité sociale. Le moyen aussi de la prospérité et de la solidarité nationale. Le travail a pu, à cause des excès et des injustices, être considéré comme un fardeau, une obligation dont il fallait s'affranchir, un moyen d'oppression des pauvres et des faibles par les riches et les puissants. Dans notre temps de chômage massif, on se rend compte que si la production, la productivité et la concurrence ont l'effet bénéfique de réduire les coûts et les prix, elles peuvent aussi aboutir, en supprimant les postes de travail, à faire des travailleurs sans emploi une charge pour la collectivité publique, une charge financière, fiscale, de plus en plus lourde et de plus en plus stérilisante. Si dans le même temps que diminue le nombre des emplois, on supprime les frontières et leur juste contrôle, si on laisse entrer sans droit des produits qui ne subissent pas les mêmes charges fiscales ou sociales et sans frein les immigrés de plus en plus nombreux à la recherche d'un emploi ou de plusieurs assistances, on va irrésistiblement à la catastrophe. Les Français, eux, voient leur outil de travail leur échapper par le biais des délocalisations, par le biais des jeux subtils de la haute finance internationale. Ils perdent leur travail, leur niveau de vie, leur dignité. Quand les fonctionnaires se rendront compte que le statut de la fonction publique, devenu d'ailleurs un carcan écrasant et ruineux, que la préférence nationale
honnie par leurs syndicats sera supprimée et qu'ils seront concurrencés par les étrangers plus nombreux, plus jeunes et moins gourmands, oui, pour eux, le réveil sera terrible. On se rend compte désormais que le coût du chômage est exorbitant, que l'utopie des 35 heures créatrices d'emplois a au contraire réduit leur nombre, que les embauches de jeunes sous-fonctionnaires ont eu le même résultat. Mais le chômage a aussi un coût moral écrasant. Il détruit la cellule familiale et l'éducation de proximité, la plus fondamentale. Il jette dans les rues des enfants et des jeunes illettrés et immoralisés, sans repère, sans espoir, réduits à la survie sociale en bande marginale et dangereuse. Il faudra reconstruire le cadre national de la famille et sa vie sociale et éducative par le revenu parental, l'éducation nationale, civique et sociale à l'école. Il faudra redonner leur place à nos grandes valeurs de civilisation, à commencer par celles que nous fêtons aujourd'hui avec ferveur, la patrie et le travail. Bravo. En 1974, date de l'élection de Giscard, la France comptait déjà de nombreux citoyens d'origine immigrée, alors majoritairement d'origine européenne, polonais, belges et surtout italiens, portugais et espagnols. Ces derniers, entrés massivement en France en 1939 lors de la défaite de l'armée républicaine. C'est à la demande du grand patronat, soucieux d'obtenir de la main-d'œuvre à bon marché, que la politique d'immigration fut initiée. Elle allait recevoir un premier coup d'accélérateur quand Giscard et Chirac, son premier ministre, firent adopter la loi dite de regroupement familial qui autorisait les résidents étrangers à faire venir leur famille. La pompe était amorcée. Le débit allait dès lors être constant avec en moyenne 200 000 immigrés légaux par an et au moins 100 000 illégaux supplémentaires. Combien d'étrangers sont-ils ainsi entrés chez nous depuis 40 ans? L'INSEE dit 12 millions, dont une partie d'origine européenne. Mais Azouz Begag, ancien ministre, affirme qu'il y a en France de 10 à 15 millions de musulmans. Parallèlement, l'implantation de l'islam s'est accélérée. En 20 ans, des milliers de mosquées ont été construites. Le port du voile, voire du hijab, s'est étendu dans les rues. Les boucheries halal se multiplient au mépris de la loi française qui interdit l'égorgement sans étourdissement des animaux. Partout, la charia exerce une pression constante. Il y a là évidemment un processus d'islamisation de la société qui est en cours. Cette politique servilement suivie par les gouvernements de gauche comme de droite obère gravement les budgets sociaux et le budget national, et particulièrement a participé largement au creusement de la dette. À ce jour, 2200 milliards
200 milliards d'euros, mais qui pourrait coûter beaucoup plus si le taux d'intérêt augmentait. Tout cela est facile à comprendre. Dans un pays qui compte aujourd'hui 7 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres, mais qui connaît le phénomène du chômage depuis des décennies, l'entrée d'un étranger et de sa famille représente, à quelques exceptions près, une perte sèche. S'il trouve un travail, il prend la place d'un national, qui alors sera au chômage. S'il ne trouve pas de travail, ce qui est le cas généralement, il sera un assisté à qui il faut fournir un logement, une aide sociale et familiale, la sécurité sociale, parfois sous des formes plus favorables aux Français comme l'AME ou la CMU. Il faut aussi fournir des écoles et des maîtres et même des prisons pour les délinquants et les criminels supplémentaires. Faites donc vous-même l'addition. Ajoutons que le terrorisme issu de l'islamisme nécessite aussi des budgets de maintien de l'ordre et de justice en augmentant police, justice, administration pénitentiaire. Le pays comptait en 1945 40 millions d'habitants. Il en compte aujourd'hui 66 millions. Si l'on considère que depuis, le taux de natalité n'a jamais atteint le niveau de remplacement des populations, la différence de 26 millions est d'origine étrangère, même si par le jeu des naturalisations et du droit du sol, ils ont acquis la nationalité française. L'immigration de masse de populations culturellement différentes n'a pas permis, sans exception, sauf exception, une assimilation, gage de l'homogénéité nationale. Des communautés se sont ainsi constituées dans certains quartiers des villes, devenant pour beaucoup d'entre elles des zones de non-droit. Dans beaucoup d'écoles, les enfants constituent de fortes minorités, voire des majorités d'élèves. Quoi qu'il en soit, et même si les responsables politiques ne veulent pas voir, et a fortiori agir, puisque, comme l'a écrit Madame Tribala, démographes, ils ont les yeux grands fermés, ils sont incapables de faire sortir du territoire les clandestins dont le nombre ne cesse d'augmenter quand ils ne les régularisent pas par lâcheté. Il faut savoir qu'il est presque impossible de renvoyer des gens qui ont volontairement détruit leur papier d'identité pour masquer leur pays d'origine. Que s'ils sont récalcitrants, il faut un accompagnement policier et que le personnel navigant est réticent à embarquer des gens qui risquent de créer des incidents en vol et que l'on doit être sûr qu'il n'y aura pas d'incident à l'arrivée. Bref, c'est avant qu'ils n'entrent en France qu'il faut les en dissuader. Il faut leur signaler que clandestins, ils ne seront jamais régularisés et a fortiori naturalisés, qu'ils n'auront aucun droit social d'aucune sorte. Si, comme l'a dit le Premier ministre Valls, nous sommes en guerre, eh bien nous sommes en train de la perdre par aveuglement, lâcheté ou trahison. Dans cette situation d'extrême péril, peut-être imminent, découlant par exemple d'une révolution en Algérie, qui est passée, je le rappelle, en 50 ans de 8 à 43 millions d'habitants. La France est pratiquement sans défense.
des dispositions légales, droit d'asile, droit du sol, regroupement familial, la complicité de certains magistrats et notamment de membres du syndicat de la magistrature, la naïveté et la bêtise constituent autant de faiblesses imprévisibles. Il faut procéder d'urgence à une mobilisation générale, c'est-à-dire qui implique tous les secteurs de l'activité nationale. Les 20 titres de la Charte des valeurs du comité Jeanne sont un mode d'action salvatrice. Permettez-moi de vous les énoncer. Le premier, c'est une politique de transparence sur les caractéristiques des populations présentes sur le sol national. Suppression des restrictions visant les statistiques ethniques. Recensement global, approfondi, contrôlé même, s'il le faut, internationalement. Suppression du droit d'asile. Suppression du droit du sol. Suppression du regroupement familial. Suppression sélective programmée de la double nationalité. Réouverture du débat sur la déchéance de nationalité. Individualisation des critères d'accès des nationaux français par naturalisation. Préférence nationale intégrée dans la loi fondamentale pour l'emploi, le logement, la santé et l'ensemble des prestations sociales. Mise en place d'une politique familiale et nataliste d'intérêt national, création du salaire et de la retraite maternelle, rétablissement de la peine de mort au sommet de l'échelle des peines, dissolution du syndicat politisé de la magistrature. Les assassins, il faut les assassiner. Sanctuarisation constitutionnelle de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression, abrogation des lois mémorielles, style loi Guesson, suppression du principe de précaution, rétablissement des libertés de tous les domaines, de la recherche scientifique, intellectuelle ou historique. Reconquête des instruments de souveraineté dans le domaine régalien, réévaluation des alliances dans l'esprit boréal vers une Europe des patries à vocation confédérale incluant les Slaves, relèvement du budget hors pension de la défense de 2% du PIB immédiatement, puis à 3% sur 5 ans. Rétablissement d'un service militaire mixte volontaire de 6 mois constitutif d'une garde nationale. Sortie du commandement intégré de l'OTAN. Rétablissement des frontières. Remise en ordre de la politique pénale et construction de 60 000 places de prison. Jamais, en 2002, demander que sur 10 ans soient construites 100 000 places de prison. Je n'ai pas été suivi. Je crois que le premier ministre des prisons a été le premier à rentrer dedans, d'ailleurs. Replacer les valeurs françaises qui caractérisent le roman national au cœur des enseignements. Renforcement du dispositif de protection animale. Interdiction de l'abattage rituel sur le sol français. Extension des critères de légitime défense. Ouverture d'un débat sur le port d'armes des citoyens. Refonte de la législation encadrant le planning familial. Réécriture des critères de remboursement de l'IVG.
des dispositions fiscales encourageant la réhabilitation du patrimoine historique, notamment religieux. Abrogation de la loi Taubira, enfin, en raison notamment de ses conséquences possibles en matière de filiation et de gestation pour autrui. Aujourd'hui, la France est un navire menacé d'un naufrage, comme d'ailleurs toute la flotte européenne. Il faut en aveugler les voies d'eau avant qu'il ne soit trop tard, formule dont je vous rappelle qu'elle était celle de nos premières affiches du Front National en 1972, il y a 45 ans. Comprenons-nous bien. Le problème global est démographique. Rappelez-vous ce que dit Erdogan comme consigne aux Turcs d'Europe. Ce n'est pas 3 enfants qu'il faut faire, mais 5. Parce qu'il est évident qu'il s'inquiète de savoir comment les Turcs vont pouvoir prendre notre place en Europe. Le processus, le problème global, encore une fois, est démographique. Avec 1 milliard d'habitants, le continent boréal, celui qui va de Gibraltar à Vladivostok et même à Tokyo, est installé dans une situation gravissime de déficit démographique. En moyenne, 1,4 enfants par femme, alors qu'il en faudrait 2,1 simplement pour remplacer les populations. Certains de nos voisins sont descendus au-dessous de ce chiffre. Et les démographes affirment que dans ce cas-là, leur cas est irréversible. Avec 7 milliards, le reste du monde tourne aujourd'hui autour de 4 à 5 enfants par femme. D'où risque gravissime de submersion par le simple jeu de la dynamique des fluides qui porte le contenant qui déborde vers celui qui n'est pas plein. Un mouvement islamiste dynamique et conquérant se développe, couronné par une minorité terroriste agressive. Le salut comporte bien sûr des mesures concrètes drastiques, mais il est d'abord dans l'esprit, le cœur et l'âme du peuple. Or, ceux-ci ont été progressivement désarmés par une propagande massive qui, au nom de l'antiracisme devenu doctrine officielle, condamne moralement et même pénalement les partis réputés xénophobes. Mais comme j'ai l'occasion de le dire, moi je ne suis pas xénophobe, je suis francophile. Mais de la xénophilie, on est même passé à la xénomanie, et pour certains, à la préférence étrangère. Démarche évidemment suicidaire pour la nation française. Il faut donc un sursaut sanitaire. Sans cela, tout serait perdu. Fort l'honneur de ceux qui auront averti quand il était encore temps. En cette fête de Jeanne d'Arc et du travail, nous sommes à une semaine du 2e tour de la présidentielle. Le choix est simple, il est alternatif, comme lui et ses complices. Macron, le candidat de Hollande et de Soros, le candidat socialiste masqué, le bobo de gauche, le candidat du système qui, depuis 40 ans, droite et gauche complices, a conduit la France de décadence en déchéance, au bord du gouffre. Il en a été un des ministres
est le principal conseiller de Hollande. Macron, c'est un Hollande bis. Il nous parle d'avenir, mais il n'a pas d'enfant. Il nous parle des travailleurs, mais c'est un ancien banquier de chez Rothschild. Il veut dynamiser l'économie, mais il fait partie de ceux qui l'ont dynamité. Comment lui et ses complices feront-ils demain ce qu'ils n'ont ni pu ni voulu faire hier? Cet énarque pantouflard, fabriqué et propulsé par les médias, ne peut pas être le chef d'État de la France, ni le président des Français, surtout après avoir accusé la France de crimes contre l'humanité. Il y a heureusement un choix national, un choix patriotique, celui d'une mère de famille engagée depuis des années au service du pays. Députée, conseillère régionale du Nord, elle a acquis des compétences et elle a le caractère nécessaire, et c'est pourquoi la France va la choisir comme chef de l'État. C'est une fille de France. Ce n'est pas Jeanne d'Arc, mais elle accepte la même mission que celle de Jeanne, qu'elle aime et admire. Elle a choisi la France. Offrons-lui dimanche le muguet de la victoire. Vive Jeanne, vive Marine, vive la République, vive la France. Convient-il en cette circonstance de chanter tous ensemble notre hymne national, la Marseillaise? Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égranger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, d'un sang impur, à nos sillons. Jeanne, au secours! Merci. À l'année prochaine et pour 10 ans encore. À l'année prochaine et aux autres.